Salut à toi et bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Immo, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi je te fais un épisode avec peut-être un bruit de ventilateur en fond, donc j'espère que ça sera pas désagréable pour tes oreilles. Mais la température avoisinant les 41 degrés au moment où je te parle, j'ai pas trop le choix que de, que de trouver que de rester immobile avec un ventilateur pour m'accompagner pour cet épisode. Donc c'est un épisode, comme tu as pu le voir dans le titre, en tout cas qui est d'actualité si tu écoutes cet épisode dès qu'il sort, donc dès lundi, puisque en fait, il se trouve que j'avais prévu un autre épisode qui est déjà enregistré, mais il fait vraiment trop chaud et j'ai eu plein de messages par rapport à ça, donc du coup je me suis dit, allez, je me motive et je fais un épisode uniquement sur comment refroidir son logement, comment refroidir son habitat quand on n'a pas par exemple, de climatisation, parce que je sais que beaucoup utilisent la clim. Moi, il se trouve que j'en ai dans ce logement, mais pas dans la pièce où j'enregistre l'épisode de podcast. On en a une uniquement dans le salon, en fait. Et dans les chambres et dans les autres pièces, en fait, on a des chauffages, mais il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de climatisation, pardon, dans les chambres. Et alors du coup, bon, il se trouve que c'est un sujet d'actualité puisque bon bah il fait extrêmement chaud en ce moment, mais il fait aussi chaud, on va dire, de plus en plus chaque année puisque bon bah voilà, la température se réchauffe. Et voilà, on va faire un épisode en fait qui parle on va pas faire un épisode sur le climat parce que vraiment c'est pas mon sujet de prédilection, mais on va voir comment on peut refroidir. Il y a des techniques, il y a pas mal de choses, des choses qui sont à mon avis peu connues et d'autres qui vont te sembler peut-être un peu plus logiques, mais je suis quand même assez sûr de moi quand je dis que la plupart des gens ne font pas l'effort d'utiliser ces concepts-là. Donc à chaque fois que je vais te parler d'un point, je vais essayer de développer le concept pour parler du pourquoi et du comment, parce que sinon c'est trop simple. Si je te dis fais ci, fais ça, en fait ça a aucun intérêt. Donc l'idée c'est aussi d'en parler et de voir pour moi ce que j'en pense par rapport à nos logements, tout en sachant que je vais toujours essayer de garder le prisme d'un investisseur qui constitue un parc immobilier et qui se dit bon ben il y a peut-être des solutions aussi pour moi qui vont me permettre de faire une économie dans ma rénovation. Et qui vont quand même permettre à mes logements d'être décemment frais pour la période la plus chaude de l'année. Donc je vais rester sur ce sujet-là, et c'est un épisode à mon avis qui va faire pâlir les climato-sceptiques qui disent que le réchauffement n'existe pas. Enfin bon, moi je suis pas très vieux, j'ai 32 ans, mais en tout cas ce que je sais c'est que les étés et les hivers sont quand même bien différents aujourd'hui qu'il y a 30 ans, ou qu'il y a 25 ans, disons, à partir du moment où je m'en suis rappelé, où je commence à m'en rappeler. Mais voilà, donc l'idée c'est de trouver des solutions ensemble, j'en ai quelques-unes à te proposer, et puis t'hésiteras pas à me dire en commentaire ou en DM ce que t'en penses, et si ça a pu t'aider, ou si t'as d'autres choses à me proposer, et que je pourrais partager dans un prochain épisode. Allez, let's go, c'est parti, cette introduction est déjà beaucoup trop longue, 3 minutes 30, on y va. Donc la première chose que je voulais partager, et c'est quelque chose qui est quand même très connu des habitants du sud de l'Europe, c'est de peindre les toits et les surfaces les plus exposées au sud, donc en blanc. Donc ça c'est quelque chose qui est pas du tout utilisé en France, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que c'est encore une ruse, un complot de l'ABF, hein, des architectes des bâtiments de France, pour nous saouler à faire des appartements, des immeubles qui se ressemblent tous, des maisons qui se ressemblent toutes, créer une cohérence architecturale, culturelle. Bon, à un moment donné, on marche un peu sur la tête avec cette histoire-là. Je pense que, surtout pour la partie la plus au sud de notre beau pays, de notre losange, je pense que ça serait beaucoup plus logique d'avoir l'autorisation de peindre alors, je pense que les façades extérieures exposées au sud, ça doit être validé dans certaines communes, euh, mais les toitures, non. Ça, c'est sûr que c'est pas validé, mais ça serait quand même hyper logique de le faire, parce que je pense qu'à partir de la ligne, de la médiane, disons Bordeaux, qui traverse en fait la moitié de la France, donc genre Bordeaux à Lyon. Bah, tout ce qui est au sud, à partir de cette ligne-là, je pense que ça vaut vraiment le coup qu'on ait la possibilité de peindre les toitures en blanc. Pas toutes, mais en tout cas celles qui sont le plus exposées et pour lesquelles on en a vraiment le besoin. Et ça d'ailleurs, c'est un vrai truc qui pourrait aider à la notation du DPE, parce que beaucoup vont se prendre une note de fou parce qu'ils n'ont pas mis
de clim réversible ou tout simplement de clim ou de bons systèmes, enfin en tout cas un système pour refroidir pendant l'été. Et dans le sud, c'est très pénalisant parce que bah, les logements, ils ont du mal, surtout dans les centres-villes, ils ont du mal à se refroidir. Il y a une inertie qui fait que bah, ils sont constamment chauds, surtout dans les périodes où la température ne descend pas la nuit. Bref, donc la première chose, c'est peindre les toits et les surfaces les plus exposées au sud en blanc, ou en tout cas de la couleur la plus claire possible. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qui les gens ne pensent pas forcément, encore une fois par souci de cohérence, et là je pense que tu peux le faire sans trop de risques, dans le sens où bon, il y a quand même assez peu de chances que quelqu'un vienne t'embêter, c'est que si tu as des volets en bois ou des volets, ou peu importe, des volets, il faut peindre tous ces volets en blanc. Donc là, en blanc ou blanc cassé, enfin voilà, quelque chose de... faut pas non plus que ça dénature le logement, mais si tu as ta façade sud avec des volets, simplement en peignant tous ces volets en blanc, bah, ça va venir drastiquement refroidir la maison ou l'appartement, enfin le logement, parce que euh, bon, ça fait partie des autres points, mais je vais en parler tout de suite. Mais le deuxième point, c'est fermer les fenêtres à partir du moment où il y a une différence de température inversée. Donc la différence de température inversée, c'est quand il fait plus chaud dehors que dedans. Donc ça, c'est le deuxième point. Et donc du coup, pour reconnecter avec le premier point, c'est que quand tu vas fermer tes fenêtres, bah, tu vas pas fermer que tes fenêtres, tu vas aussi fermer tes volets. Et donc à ce moment-là, tu fermes tes volets. Et si tes volets sont bruns, noirs, verts, encore que le vert, je pense que ça va. Je suis pas, enfin, ça dépend si c'est un vert clair ou quoi. Bleu, enfin voilà, toutes ces couleurs qui vont capter la chaleur. Tu auras beau fermer, donc ça va déjà faire un premier effet de fermer les fenêtres et les volets. Mais si tu as un volet foncé, lui, il va emmagasiner de la chaleur. Et donc, en fait, entre le volet et la fenêtre, tu vas créer ce qu'on appelle un effet de serre. Et donc, cette chaleur qui va s'emmagasiner, se stocker entre le volet et la fenêtre, par défaut, au bout d'un moment, avec l'inertie, ça va rentrer à l'intérieur du logement. Et donc, ça fonctionne vraiment très très fort de tout simplement avoir des volets clairs pour éviter l'effet de serre entre les volets et la fenêtre. Bref, t'as compris, je pense, l'idée. Donc le deuxième point, c'était évidemment de fermer les fenêtres. Ça, tu l'as compris. Si, à partir du moment, en fait, c'est très bien de faire des courants d'air, de laisser les fenêtres traversantes ouvertes pour avoir une sensation d'air. Sauf qu'à partir du moment où la température extérieure, ça c'est très facile à vérifier, un thermomètre à l'intérieur, un thermomètre à l'extérieur, de temps en temps tu vas jeter un coup d'œil. Évidemment, tu prends la température au soleil et non pas la température à l'ombre. Je parle de l'extérieur parce que l'air qui est brassé à l'intérieur de ton logement, c'est de l'air qui a été réchauffé par le soleil et non pas l'air qui arrive de l'ombre. Donc tu regardes ça et très rapidement tu vas voir qu'à un moment donné dans ta journée, moi par exemple ici c'est à partir de 7h30 du matin, il fait plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur. Évidemment je prends pas l'endroit où je suis comme un exemple parce que je suis dans le sud de l'Italie et évidemment il fait une chaleur à crever. mais, euh, mais je pense qu'il y a des coins en France où c'est à peu près pareil, hein. Là en plein été, à partir de 7-8 heures du matin il fait plus chaud dehors que dedans. Donc du coup à partir de ce moment-là tu fermes aussi bien les fenêtres que les volets parce que en fait l'air qui sera brassé de l'extérieur vers l'intérieur, c'est de l'air qui est plus chaud que la température de l'intérieur. Bon, très classique, très simple à comprendre. Ensuite, le troisième point, c'est alors, il est un peu technique, mais je vais quand même rentrer dans le détail. En plus, il y a une petite partie historique, c'est mon côté prof d'histoire qui ressort là. Prof d'histoire loupé, évidemment, qui ressort. Donc, maîtriser les systèmes de flux d'air. Alors ça c'est très 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 important. D'ailleurs, le point suivant, c'est un petit peu la même chose, mais expliqué différemment. Enfin, en tout cas, avec d'autres systèmes de ventilation, mais ça, c'est complètement naturel. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est hyper vieux, hein. Ça a été inventé 400 ans avant Jésus-Christ. Enfin, en tout cas, on a trouvé des traces de construction en Iran actuel, donc qui était avant le royaume de Perse. Et donc là, il y a des structures en fait qui sont assez étonnantes. C'est une forme de ruche en fait, une ruche géante. Voilà, appelons ça comme ça. Le vrai nom c'est Yakshal. Et donc les Yakshal, c'était une construction qui permettait de manger des glaces
donc évidemment c'est pas un gelato, hein, ça n'a rien à voir, mais des glaces grâce à la neige qui venait des montagnes en hiver. Donc on les transportait en hiver dans ces structures-là, et on en avait quasiment tout l'été, donc les Perses pouvaient consommer de la glace, donc en fait c'était de la neige mélangée à des plantes, à d'autres choses, à des sucres qu'ils avaient distillés eux-mêmes. Et donc voilà. Et donc en fait cette structure, elle fait un, il y a- c'est un, comment dire, il y a un phénomène de refroidissement en fait par évaporation qui est fait par rapport l'architecture de cette structure. Et d'ailleurs, c'est très connu encore, ça se fait encore aujourd'hui, mais je crois qu'en Grèce aussi, ils le faisaient vachement pour conserver les aliments en plein été, pour pas qu'ils pourrissent en fait, parce que il y a la chaleur mélangée à l'humidité, bah, ça fait pourrir les aliments, hein, tout bêtement. Et donc du coup, ce système-là, ça permettait de conserver les aliments au frais. Euh, et donc ce que consommaient les Perses d'ailleurs grâce à cette utilisation, c'est une sorte de yaourt glacé. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le visualiser. Donc, si tu te dis que 400 ans avant Jésus-Christ, ils avaient inventé un truc qui fonctionnait, ben, peut-être qu'on peut s'en servir. En tout cas, le bâtiment en lui-même, je pense pas qu'on fasse des habitations avec ce type d'architecture, mais la mécanique des flux qui est utilisée dans les yakshals, ça on peut s'en resservir. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une sorte de dôme qui culmine jusqu'à plus de 18 mètres de hauteur. Et le principe de refroidissement, c'est un refroidissement par évaporation ou adiabatique, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, adiabatique, mais c'est plus connu par le refroidissement par évaporation. Et c'est tout simplement basé sur le fait que l'évaporation d'un liquide absorbe bien plus de chaleur que la quantité requise pour faire augmenter sa température. Donc du coup, tu vas tout simplement faire rentrer de l'air chaud par des orifices en bas, tu vois, sur le bas de la structure, donc du yakshal. Donc, donc parce qu'en fait, en bas, tu fais des ouvertures et les murs sont moins denses. Donc en fait, l'air chaud tout de suite va monter au sommet de l'édifice bah, de manière automatique. Donc et ça va créer ce qu'on appelle une dépression à l'intérieur du yakshal. Et ça, par évaporation, ça va ruisseler en fait le long du yakshal. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une sorte de ruche. Donc c'est un peu comme un chapeau pointu avec des paliers. Donc il faut que tu imagines un cône de glace retourné à l'envers. Sauf qu'au lieu qu'il soit lisse, ça fait comme des escaliers jusqu'en haut. Bon, je pense qu'avec cette image, tu vois bien de quoi je parle. Et donc du coup, donc cette chaleur, elle arrive au sommet de l'édifice, ça crée une dépression, comme je te disais, ça ruisselle de l'air frais. Donc l'évaporation donc crée une humidité, cette humidité ruisselle le long des murs, elle redescend en bas de l'édifice et étant stockée en bas, ça crée donc sa chaleur redescend et étant stockée en bas, cette eau, cette évaporation d'eau, a créé un changement d'état euh, liquide en vapeur et ça provoque simultanément le refroidissement bah, de l'air, tout simplement, et de l'eau hein, encore liquide. C'est fou, hein. Franchement, moi, quand j'ai appris ça, j'ai halluciné. Et c'est tout simplement encore utilisé dans beaucoup de pays du Maghreb, notamment en Tunisie, et dans les endroits les plus désertiques. Tu peux avoir ça en plein désert, ça existe encore. Alors je te dirai pas où exactement, mais bon voilà. D'ailleurs, il y avait un autre bâtiment qu'ils ont créé. Donc alors là, le système du coup, c'est vraiment plus par rapport à ce que je te disais, du coup, en fait, de maîtriser les flux d'air. C'est donc à côté du yakshal, souvent on pouvait trouver ce qu'on appelle un bagdir. Et les bagdirs, c'est une espèce de tour géante qui, elle, est là pour maîtriser les flux d'air, les souffles plutôt. Donc en fait, tu vas avoir. Donc c'est une tour, mais avec plein d'ouvertures à différents niveaux, mais surtout en haut et en bas, évidemment. Et l'idée, c'est de connecter ce bâtiment à tous les autres bâtiments de vie des habitants. Et donc les Iraniens ont été les premiers à créer un système de ventilation naturelle dispatché entre les pièces. Et donc ça, c'est assez incroyable parce que quand tu réfléchis, ça permet dans des endroits où on peut monter à des températures de 45-50 degrés pendant de longs mois en été,
d'avoir une vie tout à fait normale avec des activités, etc. C'est quand même assez fou, surtout quand on se dit que c'était il y a plus de 2000 ans. Donc je reviendrai le fonctionnement en fait des flux d'air sur un point juste après, qui est quand même plus adaptable à nos bâtiments quotidiens, mais là c'était juste pour la petite partie historique, pour me la péter un petit peu, et te raconter cette histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut tout simplement poser des protections solaires. Alors, je ne te parle pas de crème solaire, hein. Donc, poser une protection solaire sur les ouvrants, donc les fenêtres. Et là, il n'y a rien de mieux que l'épisode sur les films pour les vitres. Donc, je te renvoie à cet épisode-là. Je ne sais plus du tout quel épisode c'est. C'est saison 1 en tout cas, mais je le mettrai en description juste en dessous. L'épisode parle de comment on peut protéger ses vitres des rayons du soleil et donc du coup des UV en posant des films. D'ailleurs, il y a même des films super cool. Et donc ça, c'est en fait, juste pour dire, c'est un épisode qui a été fait en collaboration avec la société Film pour Vitres, qui est une société française qui est basée du côté de Lyon. Et c'était hyper intéressant parce que on rentrait vraiment dans la technique de comment on pouvait solutionner aussi bien les besoins de comment on dit en français, de vie privée, donc pour ne pas être vu de l'extérieur, etc. Mais aussi toutes les solutions par rapport à, effectivement, quand il fait trop chaud ou trop froid, donc les angles du soleil, etc., qui tapent sur les vitres. Bon, bref. Donc ça, c'est un truc que tu peux faire en plus. Donc là, je parle par exemple, une fenêtre qui serait exposée plein sud et qui n'aurait pas de volet. Ça me paraît fou aujourd'hui de dire ça, mais bon, ça existe, hein. Il y a des endroits où il n'y a pas de volet. Tu n'aurais pas de volet, bah, tu peux poser ce genre de film pour vitre. Et d'ailleurs, tu en as certains qui sont repositionnables. Je m'étais ouvert la page là pour pouvoir mieux en parler. Voilà, donc tu vas sur filmpourvitre.com. D'ailleurs, j'ai un code, je crois, de 10% ou de 15%. Je te le mettrai dans la, dans la description si tu veux en profiter. Donc là, voilà, j'en ai un film solaire anti-chaleur pour double vitrage. Meilleure performance, On est à 13 euros du mètre carré. Donc tu choisis ta surface, il t'envoie ton rouleau, t'as plus qu'à le poser. C'est très facile à poser, il t'envoie aussi la spatule qui va avec pour bien enlever les bulles d'air. Et toi, t'as plus qu'à, tu sais, tu fais avec un coup de spray, un spray moussant là pour bien avoir le temps de positionner ton film correctement. Et ensuite, ça sèche et ton film il est posé. Mais t'en as aussi des repositionnables. Donc là, ils sont plus chers. Les repositionnables, ils sont aux alentours de 20 euros le mètre carré. Et voilà. Et tu peux en prendre qui sont en cohérence avec la menuiserie que tu as en place. Donc si tu as une menuiserie en alu foncé, bah, tu choisis alu foncé. Alu clair, alu clair. Bon, bah, voilà, tu as compris. Tu choisis par rapport à ce que tu as. Si tu as une structure en PVC, bah, tu choisis le classique tout simplement. Voilà, donc je regarde ce qu'ils ont d'autre, film anti-chaleur, pour Velux aussi. Bon, alors là c'est un no-brainer, hein. Si tu as des Velux et que t'as pas mis de film anti-chaleur, euh, j'ai envie de te dire allô quoi. Donc voilà, donc tu vas sur le site Film pour Vitre, je te mets un lien, je te mets un code. Moi je touche rien, voilà, c'est juste un code pour toi, c'est eux qui te font un cadeau pour avoir été partenaire sur un épisode du podcast. Voilà, c'est un cadeau de leur part, donc on les remercie chaleureusement. Ensuite, le point supplémentaire, le point suivant, j'ai envie de te dire, c'est l'astuce, toujours des flux d'air, mais là avec d'autres systèmes beaucoup plus modernes qui sont les ventilateurs. Donc comme je disais tout à l'heure, on imagine qu'on est dans un logement où il n'y a pas de climatisation, et donc du coup, il te faut pour ça avoir 2 ventilateurs. On connaît tous la technique de mettre un linge mouillé ou une bouteille d'eau congelée devant un ventilateur. Sauf que bon, ça fait pas de flux, ça déplace l'air d'un point A à un point B, mais ça fait pas il n'y a pas de retour. Tu vois, c'est pas comme une climatisation où la climatisation, elle, va avoir un système de flux. D'ailleurs, elle est positionnée en haut avec les ailettes qui vont vers le bas, tout simplement parce que l'air froid qu'elle projette, elle l'envoie vers le bas, vers le sol. Le sol étant plus chaud, l'air stagnant au sol étant plus chaud, il va remplacer cet air froid par de l'air chaud qui va faire remonter de manière verticale vers le haut. Et au-dessus d'une climatisation, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais il y a des espèces de filtres qui viennent aspirer cet air chaud qui est stocké en haut, donc vers le plafond. Donc en fait, ça vient brasser l'air, ça pousse l'air froid vers le bas, ça récupère l'air chaud vers le haut, ça l'envoie vers comment t'appelles ça?
vers l'unité extérieure pour venir décompresser cet air chaud. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce d'eau, il y a de l'eau qui s'évacue de cette unité extérieure. C'est tout simplement la décompression de l'évaporation en fait de cette eau, de cet air chaud, pardon, qui s'évacue. Et ça te restitue juste les calories froides de cet air. Les calories chaudes étant humides et plus lourdes, donc c'est de l'eau et donc ça s'évacue par l'extérieur. Bref, je t'ai fait un cours sur la climatisation très rapide, mais tout ça pour te dire que en prenant 2 ventilateurs, alors là je vais te faire un espèce de schéma pour que tu comprennes, parce que sinon ça va être incompréhensible. Imaginons que tu as une pièce, elle est carrée ou rectangulaire. Donc tu as 2 angles qui sont diagonalement opposés. Donc tu as juste besoin de 2 ventilateurs, tu en mets un dans un angle choisi, l'autre dans l'angle opposé. Pas opposé en face, opposé diagonalement. Voilà. Et tu mets pas les ventilateurs les uns envers, tu les mets pas face à face, tu les fais pas en sorte qu'ils se regardent face à face, mais tu fais en sorte qu'ils regardent dans l'angle opposé sur le même mur. Donc par exemple, si je prends une pièce carrée qui est en face de moi, donc j'ai un angle en haut à gauche, donc là je mets un ventilateur qui va regarder en haut à droite. Et j'ai l'angle diagonalement opposé à cet angle-là qui est en bas à droite, et donc là je mets un ventilateur qui va regarder en bas à gauche. Jusque-là tu m'as suivi. Et là tu réitères la fameuse astuce très connue, donc du coup de mettre une bouteille d'eau congelée ou un linge humide. Je conseille la bouteille d'eau congelée, le linge humide j'aime pas trop. Parce qu'en fait le linge humide il va complètement obstruer la ventilation, c'est pour ça que j'aime pas trop. Donc une bouteille d'eau congelée ça te coûte rien, tu mets ça devant, et donc en fait qu'est-ce qui va se passer? Ça va venir créer un flux, un retour d'air, parce que tu envoies l'air dans un angle en face, quoi. Tu envoies l'air un peu plus humide, un peu plus frais en face, et donc en face mais de l'autre côté tu fais la même chose. Et donc du coup, ça va faire une sorte de circularité dans ton refroidissement de l'air. Et ça, c'est très intéressant, parce que du coup, peu importe où tu seras dans la pièce, ça sera pareil, ça sera frais. Tu n'auras pas besoin de te caler sur ton canapé et de te mettre le ventilateur à 10 cm du nez pour vraiment sentir la fraîcheur. Ça fonctionne bien, je le fais tous les jours, donc c'est garanti par la street. Et juste pour terminer sur cette partie ventilation, tu sais que il y a un truc qu'on voit de moins en moins, et pourtant ça fonctionne très bien et je comprends pas pourquoi. En tout cas en France on le voit quasiment plus, c'est les ventilateurs plafonniers. Alors c'est sûr que ça fait 13 années 70, hein, ça fait un peu désuet, mais sache que ça fonctionne très bien. Tout simplement parce que ça récupère l'air en haut, ça la renvoie vers le bas, en tout cas ça la projette de manière un peu, comment dire, constante dans toute la pièce. Et c'est vraiment pas mal. Alors là, par contre, aucune solution pour avoir de l'air frais. Ça va juste déplacer l'air. Mais je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait, l'air la plus chaude ne sera pas déplacée par le ventilateur plafonnier. Uniquement l'air le moins calorique. Et donc, du coup, voilà. Il y a quand même une sensation de frais, malgré tout. Et je sais pas pourquoi on le voit plus. Moi, j'en ai jamais posé, évidemment. Mais je me suis fait la réflexion parce qu'ici, en Italie, ça se voit encore beaucoup. Le parc immobilier étant beaucoup moins rénové, il y a énormément d'appartements des années 70-80 qui sont encore dans leur jus. Et voilà, donc c'est pas choquant de voir ça et ça fonctionne. Donc pas de D'ailleurs, c'est vendu à Leroy Merlin ici, il y a Leroy Merlin en Italie. Et c'est vendu ici toujours. Ça coûte pas très cher, ça coûte une trentaine d'euros. Juste, il y a un truc que j'ai oublié de dire, je vois que j'avais mis une petite note pour les protections solaires, là, les films pour vitres. Tu as différents types de films. Moi, je conseille à titre personnel le film que tu installes sur l'extérieur de la vitre. Tu verras que tu as plusieurs choix. Évidemment, il coûte un peu plus cher celui qui se pose sur l'extérieur. Surtout s'il est, s'il est repositionnable, il coûtera forcément plus cher. Mais c'est pas grave, c'est un très bel investissement. Il vaut mieux ça que celui qui se colle à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand il fait très chaud, tu sais que les doubles vitrages, ça crée... en fait, si tu envoies de la chaleur sur un double vitrage et que tu n'as pas de protection côté extérieur, eh ben, tu vas venir créer dans la surface qui est entre les deux vitrages ce fameux effet de serre dont j'ai parlé tout à l'heure avec les volets, en fait, entre les volets et le vitrage. Donc là, c'est la même chose, mais sur une surface plus fine.
Et attention, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que cet effet de serre, c'est que plus l'air est comprimé, donc plus les surfaces entre les deux vitres sont fines, plus ça envoie de la chaleur à l'intérieur. Donc c'est pour ça il vaut mieux coller un film pour vitre à côté extérieur. Voilà. Bon, je referme la parenthèse, c'est juste que je me rends compte que je l'avais oublié tout à l'heure. Donc c'est quand même important de le savoir. Ensuite, j'ai envie de te parler pour le prochain point de l'évapotranspiration. Donc là, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air dégueulasse. C'est pas tout à fait dégueulasse, c'est même plutôt cool. L'évapotranspiration, c'est un procédé naturel qui existe dans la nature puisque c'est ce qui se passe tous les jours avec les arbres, avec les plantes. Donc, mon conseil, ça serait, si jamais, alors là pour le coup, forcément, si tu es en appartement, ça va être moins pour toi, mais par contre j'ai un autre point par rapport à ça, par rapport aux plantes juste après, je vais t'en parler. Mais en tout cas, si tu es en maison ou en immeuble et que tu as du terrain et que le terrain t'appartient, si les appartements souffrent de la chaleur, là tu peux planter des arbres à l'extérieur. Évidemment, tu vas les planter sur la face sud, hein, enfin sur toute la partie la plus exposée tout simplement. Donc le sud, l'est, voilà, c'est sud, sud-est, là c'est le plus exposé. Et ensuite, voilà. Donc ça va créer tout simplement, pareil avec l'herbe, ça va créer de l'évapotranspiration, parce que l'herbe, il faut bien qu'elle soit sur de la terre, et la terre, c'est très bon pour faire descendre la température. Donc voilà, je conseillerais juste pour cette partie-là de choisir des arbres ou des arbustes avec des feuilles caduques. Tu sais, c'est les arbres qui perdent leurs feuilles en hiver. Alors même si c'est relou parce que ça demande de l'entretien, c'est quand même vachement bien d'un point de vue thermique parce que bah, les feuilles étant perdues en hiver, les rayons du soleil de l'hiver étant moins, enfin en tout cas plus rares et moins forts que l'été, bah, on va en avoir besoin. On va avoir besoin que ça traverse les arbres pour venir jusqu'à la façade et jusqu'aux fenêtres. Donc, planter des arbres côté sud-sud-est, des arbres avec des feuilles caduques pour pouvoir aussi profiter de ce système-là l'hiver, tout simplement. Donc ça s'appelle l'évapotranspiration. Et ça fonctionne si tu as genre une terrasse aussi. Hein. J'étais en train de me dire, si tu es en appartement, que tu as une terrasse ou un grand balcon, moi par exemple pour mon appartement en France, j'ai un balcon qui court sur toute la surface de l'appartement. Mettre des arbres, ça pourrait, tu vois, je l'applique même pas, j'ai un pauvre arbre à mon avis qui est en mauvais état, mais voilà, ça peut aider, surtout si t'es à l'intérieur la journée et que tu souffres de la chaleur, bah, si tu as des arbres sur ton balcon, tu verras que la différence, elle est vraiment palpable, elle est même très impressionnante. Et je pense que d'ailleurs, tous ceux qui vivent en maison, ils sont ravis de vivre en maison là, pendant cette période. Donc je continue sur la partie végétale là, avec la végétalisation des murs et des toits. Donc ça, c'est en train de venir de plus en plus en France quand même. Ça existe dans beaucoup de pays comme l'Italie, la Grèce, voilà, la Croatie aussi beaucoup. On le voit sur les façades sud, ils font monter du lierre, ils installent des espèces de pots suspendus avec des grosses plantes qui vivent et qui retombent comme ça, tu sais, qui peuvent vivre par elles-mêmes, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, etc., qui peuvent vivre à l'extérieur. Donc ça, c'est génial pour faire descendre la température d'un bâtiment, surtout s'il est mal isolé par l'extérieur. Tu vois, s'il est très ancien et qu'il n'y a pas d'isolation sur l'extérieur, là, moi, je te conseille ça, c'est vachement bien. Les toits végétalisés, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut un système comment dire, de drainage de l'humidité, de l'eau. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter du poids, beaucoup de poids sur un toit. Tu sais, il faut un système avec un drain. Après, il faut rajouter des galets, ensuite des graviers. Par-dessus, il faut mettre de la terre, mais il faut mettre 2 couches de terre, si possible une couche de sable juste avant. Donc tout ça, ça vient rajouter beaucoup de poids. Mais ce qui est génial, c'est qu'une fois que tu as fait ça, bah, la terre et la végétalisation de ce toit va venir grandement baisser la température du bâtiment. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, étant donné que ça demande des moyens considérables, que ce soit en conception ou en rénovation, dans le sens où ça a été rajouté après, ça demande quand même des gros moyens. Bah, c'est souvent fait malheureusement pour des
des bâtiments industriels ou des bureaux, tu vois. On voit ça souvent sur des bureaux. En tout cas, je parle pour Montpellier pour le coup parce que c'est la ville que je connais le mieux, dans laquelle je peux voir ce genre de toit végétalisé. Ça existe beaucoup sur les bureaux et c'est vraiment pas mal. Ensuite, un autre effet qui est bien connu, c'est celui dont je parlais tout à l'heure dans les constructions perses, tu sais, les espèces de tours là, les fameux bagdirs qui permettent de gérer les flux d'air chaud et d'air frais. Ah ben ça, c'est ce qu'on appelle plus communément en France l'effet chenille. Et l'effet chenille, en fait, ça permet de faire quoi? Ça permet de faire entrer l'air, enfin en tout cas de faire évacuer l'air chaud en ouvrant les fenêtres du haut. Donc si par exemple ton habitation, c'est une maison avec un étage ou c'est un duplex et donc du coup tu as des fenêtres en haut, etc. Donc toutes les fenêtres les plus en haut, mais même un appartement où si tu as des fenêtres un peu en hauteur, ben moi je te conseille d'ouvrir les fenêtres en hauteur. Donc, quitte à laisser les volets fermés, ça c'est pas grave. Il faut quand même que le flux d'air puisse s'évacuer. Mais en fait, l'air frais rentrera toujours par le bas et l'air chaud s'évacuera toujours par le haut. Donc, ça c'est vraiment un truc qu'il faut que un système de flux qu'il faut que tu connaisses, il faut que tu t'en rappelles. L'effet chenille, c'est que l'air frais rentre par le bas et l'air chaud s'évacue par le haut. Donc si jamais tu as la possibilité d'ouvrir en haut, c'est génial parce que tu vas évacuer l'air chaud qui est très calorique et qui du coup vient peser, tu vois, c'est comme ça qu'on a l'impression que l'air est très pesant à l'intérieur quand il fait chaud, mais c'est tout simplement parce que l'air, il ne s'évacue pas en haut. Et donc du coup, il y a l'effet de dépression, c'est quand l'air chaud s'évacue et qui vient tirer l'air frais qui arrive du bas. Donc on revient encore à la fameuse construction iranienne, là, perse. Ben, en fait, c'est pour ça qu'il y avait des ouvertures vers le bas. C'est pour que le frais, en fait, pour que le chaud, pardon, l'effet vienne tirer l'air provenant du bas vers le haut. Et donc ça, c'est mécanique, c'est des systèmes de flux d'air et c'est mécanique, ça fonctionne très bien. Donc on arrive au bout de cet épisode. Juste avant de terminer, je voulais parler évidemment pour les plus avancés dans leur parc immobilier. Donc ça va être ceux qui vont avoir envie de peut-être de créer avec beaucoup de travaux des rénovations ou des créations de niveaux, etc. Peut-être que eux vont avoir envie de se référer à une architecture un peu différente. Et d'ailleurs, il y a un type d'architecture qui permet de faire ça, ça s'appelle l'architecture bioclimatique. Donc ça va permettre de travailler sur les expositions des pièces, l'inertie thermique des logements, etc. Et ça coûte pas plus cher que la rénovation classique. C'est juste que ça va dépendre comment dire, de ta résilience par rapport au niveau de travaux que tu acceptes de faire ou pas. Mais quand tu fais une rénovation, tu vois, tu peux tout simplement te dire, ok, bah, j'ai ça à rénover. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rénover pour que ça soit mis au goût du jour et que ça soit agréable, moderne, comme les gens aiment. Donc ça, c'est la première étape. Mais tu peux te mettre en deuxième étape. Ton deuxième filtre, c'est ok, donc maintenant que j'ai mon coût de travaux pour que ça soit moderne, à jour, avec tout le confort actuel, ben, ce que je peux faire, c'est aussi me référer au principe même d'une architecture bioclimatique ou d'une rénovation bioclimatique. Et donc du coup, en faisant ça, ben, tu vas venir passer ton budget travaux dans un deuxième filtre qui est celui de, ok, bah ça en fait je voulais le faire tel quel, mais je me rends compte que par rapport au principe même de de la rénovation bioclimatique, il faudrait que je modifie, que je fasse pas exactement comme ça, mais plutôt comme ça. Donc, c'est-à-dire, par exemple, avec tel et tel matériau. Au lieu d'utiliser de la laine de roche, peut-être que tu vas utiliser de la laine de coton ou j'en passe, enfin, il y a tout un tas d'autres trucs maintenant, peu importe. J'ai même vu très récemment qu'il y a eu une maison qui a été conçue avec donc la structure très classique, mais par contre l'isolant, au lieu de mettre de la laine ou de la fibre, etc., ils ont tout simplement mis des bottes de paille de 10 cm d'épaisseur. Donc c'est de la paille qui est comprimée en fait, qui est comprimée grâce à des espèces de fer, hein, du fil de fer. Et donc du coup, ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait 60 par 80, et ils les mettent les uns sur les autres, un petit peu comme des bottes de laine de verre.
mais sauf que là, bah, c'est de la paille. Et la paille, ça a un pouvoir isolant incroyable. Et ça a une deuxième particularité, c'est que en cas de feu, en fait, la paille ne brûle pas. Ça, ça a été prouvé, hein, il y a eu pas mal d'expériences par rapport à ça. Les gens pensent que la paille, ça brûle, mais en fait, la paille, ça brûle que quand elle est à l'extérieur. Parce qu'il faut beaucoup d'oxygène pour que la paille brûle, tu vois, il faut un comburant. Sauf que quand elle est compressée, ben, l'air ne peut pas s'engouffrer en fait dans la botte. Et donc il y a pas de départ de... Enfin, s'il y a un départ de feu, ça ne brûlera pas parce que le feu sera étouffé. Donc ça a aussi un avantage là-dessus. Même si ça coûte très cher à faire, là pour le coup, c'est pas du tout en accord avec ce que je disais tout à l'heure. La rénovation, elle peut être quasiment au même coût. Mais là pour le coup, ça c'est encore trop peu développé, industriellement, pardon, que bah, du coup c'est un peu compliqué à mettre en place. Mais il y a eu des preuves de concept, proof of concept comme on dit. Et donc bah, ça doit pouvoir être faisable. Après, sinon, il y a tout un tas d'autres matériaux que tu pourras utiliser. Voilà, j'en arrive au bout pour cet épisode. Évidemment, tu as compris que la partie travaux, c'était un petit peu mon dada, la rénovation pour se constituer un parc immobilier locatif. D'ailleurs, j'ai mis en place un tableau Excel qui est disponible à tous, qui est gratuit, qui est dans la description. Tu peux le télécharger. Ce tableau Excel, il va te permettre tout simplement de voir si ton bien que tu vas visiter, quand tu pars en visite, s'il est vraiment rentable. Comment tu fais pour savoir s'il est rentable? Eh ben, la personne te dit, ça, je le vends, exemple, 100 000 euros. On estime qu'il y a 20 000 euros de travaux, ne jamais croire l'agent immobilier. Donc tu prends mon tableau, tu remplis les cases une par une. Donc par exemple, s'il y a une salle de bain, bah, tu remplis, Il y a aussi bien les matériaux que les meubles. Donc du coup, tu sais à peu près ce qu'il te faut pour meubler un appartement, si tu veux faire du LMNP ou que tu veux faire du meublé, peu importe. Et tu remplis tout ça, et au bout, ça te donne un total. Donc si lui t'avait dit 20 000 euros, et moi dans mon tableau, t'es au double, bah, tu sais que peut-être que soit il y a une grosse négo à faire sur le prix, soit le bien n'est pas rentable. Et donc du coup, tu le sélectionnes pas pour te constituer ton parc locatif. Voilà, c'est aussi bête que ça, c'est dispo, c'est dans la description, et je rajouterai aussi le code si tu veux une réduction chez Film pour Vitre là pour mettre des films anti-UV, anti-chaleur. Merci à toi d'avoir été présent pour cette chronique, et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.